Donc, je m'appelle François Bourges, j'anime un forum prospectif santé à l'horizon 2040 au sein d'une organisation qui s'appelle Futurib. Futurib, c'est la contraction de Futur est possible. On a une revue que certains d'entre vous connaissent, et ce forum prospectif santé a été soutenu, accompagné, lancé il y a 1 an et demi avec l'appui d'un certain nombre d'organisations, dont le GCS Hugo. Et donc, c'est aussi grâce au GCS que nous avons pu travailler. Alors, en prospective, certes, nous avons besoin de modèles quantitatifs, mais la prospective, c'est aussi un travail sur les ordres de grandeur et les horizons. Et donc, quand on va parler de besoins de soins, de besoins de santé, effectivement, la recherche de la précision est importante, mais les ordres de grandeur le sont tout autant. Et donc, je vais évoquer en 2 temps, j'ai que 10 minutes, 2 aspects, des éléments prévisionnels. Alors, je vais oser certains éléments prévisionnels à l'horizon 2040, plutôt orientés sur la demande de soins, donc quelque chose qui est un petit peu froid, et puis des éléments plus qualitatifs en s'intéressant davantage à la notion même de santé par rapport à ses évolutions et par rapport à la notion de demande sociale. Voilà en gros les deux aspects. Le premier point, et je vais peut-être, je dirais, enfoncer des portes ouvertes, mais les chiffres donnent le tournis, c'est l'évolution de la proportion des plus de 85 ans à l'horizon 2040. On a une augmentation de 65% de la population de plus de 85 ans à l'horizon 2040. Plus de 60% de la population de plus de 75 ans. Ça veut dire que, indépendamment, effectivement, c'est le modèle classique, de toute évolution sur les améliorations en matière d'innovation, d'évolution d'un certain nombre de pathologies, on a une demande de soins qui croît de l'ordre de 30 à 40% de soins et de prise en charge à l'horizon des 15 prochaines années. Point très important, l'essentiel de cette croissance s'effectue à l'horizon 2030. Parce que, effectivement, arrivé en 2035 et en fin de période 2035-2040, la génération du baby boom commence à se restreindre. Donc le plus gros va arriver ici. Dans les éléments qu'il convient de prendre en compte aussi, il y a la chronicisation des pathologies. Mieux on soigne, plus ça génère une demande de soins. C'est un des paradoxes intéressants de l'amélioration de la qualité de vie et de l'augmentation de l'espérance de vie. Autre élément évidemment à prendre en compte, ce sont les évolutions comportementales des 20 dernières années qui vont influencer sur un certain nombre de pathologies dans les 10, 15, 20 prochaines années, ainsi que les questions environnementales. Je sais que vous y reviendrez demain. Si l'on prend en compte un travail qui est absolument passionnant, qui a été publié en juin 2023 sur l'évolution du nombre de cancers en France sur les 30 dernières années. Travail qui a été fait conjointement avec plusieurs organisations. On a, c'est pas une surprise, à peu près un doublement du nombre de cancers pris en charge sur 30 ans, mais ce qui est très intéressant, c'est d'analyser les causes de l'augmentation de cette évolution. Pour les femmes, on est à 57% de cette augmentation qui est liée aux facteurs démographiques. Vieillissement, évolution de leur nombre, et 43% qui est lié aux évolutions comportementales et environnementales, notamment tout ce qui a trait à l'augmentation du tabagisme et à la prévalence d'un certain nombre de cancers du poumon qui a considérablement augmenté. Pour les hommes, c'est un peu plus bas, on est à 80% sur des facteurs démographiques et à 20% sur des évolutions comportementales. Ce qui est important aussi dans cette analyse, c'est d'appréhender le fait que sur les cancers du sein, la prévalence du cancer du sein a augmenté sur toutes les classes d'âge. Ce qui signifie que là, ce n'est pas un facteur démographique, ça n'est pas non plus un facteur comportemental, c'est un facteur environnemental. Donc, exposition à un certain nombre de polluants, perturbateurs endocriniens, le cas échéant effectivement le développement du fœtus, qui explique une forte croissance, entre 10 et 15% effectivement, de ces nouveaux cancers. Donc ce sont des éléments qui ne sont pas intégrés dans ces prévisions et ces estimations de besoins de demain. Donc quand je dis plus 30 à plus 40%, c'est très vraisemblablement sous-estimé. Parce que ça n'intègre pas l'ensemble de ces éléments comportementaux et l'ensemble de ces éléments environnementaux. Donc ça, c'est un point important. Bon, on rappellera que du point de vue de l'augmentation de la demande de soins, les soins hospitaliers et la production de soins au milieu hospitalier, vous le savez, a augmenté en gros de 20% en l'espace de 10 ans, d'ailleurs avec une progression des effectifs très inférieure de 3 à 4%.
Je rejoins totalement les analyses en matière de questions par rapport à la projection du temps médical. Aujourd'hui, les outils dont on dispose par rapport à la question de l'offre n'intègrent pas ou insuffisamment les transformations de comportement. La recherche effectivement de qualité de vie, les équilibres entre vie professionnelle et vie personnelle, le taux de rotation des métiers. Alors certes, chez les médecins, il est très faible, mais dans d'autres formations, dans d'autres métiers, chez les infirmières, au-delà de 10 ou 15 ans passés dans le métier, aujourd'hui, on a des taux de rotation qui s'accélèrent. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas vraiment pris en compte dans les modèles. C'est ce qu'on a vécu dans un tout autre secteur avec les... ça y est, j'ai perdu. Avec les soignants pour les animaux, excusez-moi. Avec les vétérinaires, voilà, de temps en temps, il y a un mot qui vous échappe et on ne le retrouve pas. Avec les vétérinaires, où on a 20% effectivement des vétos qui, notamment chez les jeunes filles, qui arrêtent après 5 ans d'exercice aujourd'hui. Alors, on l'a évoqué, ce contexte-là, il est vécu dans tous les pays du monde. Il faut juste avoir en tête que, on l'a dit, l'OMS, dans ses projections, indique qu'en gros, par rapport à l'évolution du vieillissement, notamment en Chine, mais également aux États-Unis et en Europe, il faudra doubler le nombre de professionnels de santé dans les 15 ans. C'est-à-dire 14 millions de professionnels de santé en plus. Il manque 50 000 médecins en Allemagne. À l'horizon des 10 prochaines années, il en manque 150 000 aux États-Unis, indépendamment du fait qu'ils sont extrêmement bien payés aujourd'hui. Donc on voit qu'on est dans une situation de tension, de conquête, je dirais, d'attractivité des métiers. Vous aurez demain des structures américaines qui vont venir dans vos CHU pour débaucher vos PUPH, vos universitaires, vos meilleurs médecins, si ce n'est pas déjà le cas. Ça, c'est quelque chose qui va se produire, donc il va falloir y répondre. Qu'est-ce que signifie du point de vue organisationnel cette évolution? Alors on pourrait en développer maints aspects, je voudrais juste en retenir un seul, qui est l'évolution qualitative, qui est quelque chose qui est assez évident. Dans cette progression de la population des personnes âgées et très âgées, c'est une demande considérable qui va s'orienter vers le système hospitalier. Ça veut dire que la plus grosse part de la progression de la demande de soins de demain, elle sera sur des personnes âgées et très âgées. Ça veut dire qu'il y a un enjeu majeur de parcours de soins, d'orientation, de santé pour ces personnes âgées et très âgées. Je dirais que c'est même, en termes de processus, le cœur des réflexions prospectives qu'il conviendrait de mener par rapport à l'ampleur des enjeux auxquels vous allez être confrontés. On sait qu'il y a 50% des entrées en urgence pour les plus de 80 ans, il y a 50% qui ensuite sont hospitalisés, qu'on a des systèmes en matière de soins, ce qu'on appelle les soins de suite et de réadaptation, qui sont très insuffisants. Il faudrait les augmenter en gros de 70% pour permettre d'accélérer et d'avoir un schéma de tampons suffisant. L'état d'esprit et les dispositifs de responsabilité populationnelle doivent jouer à plein, mais on a là vraiment un nœud très très important qui va toucher la médecine interne, la gériatrie, les systèmes d'accueil sur les systèmes d'urgence. Bref, s'il y a un point à retenir, c'est vraiment cet aspect-là, parce que c'est ce qui va nous occuper et ce qui va vous occuper massivement dans les 10 prochaines années. Revenons un tout petit peu, il me reste encore 2-3 minutes, sur 2 minutes, c'est très court, sur les aspects qualitatifs. Alors, sur les aspects qualitatifs, je vais avoir du mal en 2 minutes, mais le premier point, ce que je voudrais évoquer qualitativement par rapport à la santé là, des Français, par rapport à la demande de soins, c'est une évolution de la population vers de plus en plus de stratification dans son rapport à la santé. Et ça, c'est pas neutre du point de vue des dispositifs de prise en charge. Cette stratification, en gros, c'est, vous avez 40% de la population qui est de plus en plus investie dans sa santé. Investis, patients experts, connectés, informés, participant pleinement au modèle qui correspond à celui qu'on évoque régulièrement d'un citoyen acteur responsable de sa santé, qui est souvent le modèle dominant, mais malheureusement pour lequel tout le monde effectivement n'est pas adapté. Vous avez en gros 30% de la population qui sont des populations suivies, intégrées, personnes âgées, intégrées en situation de pathologie chronique. Vous avez 25% de la population
qui est en situation de décrochage ou d'éloignement très important par rapport aux problématiques de santé. Je voudrais juste rappeler le paradoxe du système français et de la situation française en matière de santé. On a 12% des hommes qui décèdent avant 60 ans. C'est 2 fois plus que la situation britannique. Pour autant, on a une espérance de vie des mêmes hommes qui est parmi les plus élevées des pays de l'OCDE. Ça veut dire que nos systèmes de soins et de santé sont particulièrement adaptés pour les personnes arrivées à un certain âge, mais totalement inadaptées en matière de prévention, avec une concentration des pathologies, d'un certain nombre effectivement d'addictions, pour une part très significative de la population plus jeune. Ça, c'est un enjeu très important. Et donc, on va retrouver effectivement une part très importante des fardeaux en santé, de difficultés de littératie en santé sur en gros 25% de la population. Et ça, ce sont des enjeux territoriaux, pas simplement en matière de prévention, mais de dispositifs d'accompagnement qui vont concerner l'hôpital, qui sont absolument majeurs. Et puis, on a entre 10 et 15% de comportements très alternatifs. Alors, des antivax, des personnes qui veulent recourir de plus en plus aux médecines alternatives. Ça, c'est quelque chose que l'on voit monter dans toutes les enquêtes et qui explique aussi des transformations par rapport au système de soins. Alors je sais qu'il ne me reste plus de temps, mais je vais encore en prendre un tout petit peu. J'aurais voulu vous parler de l'évolution des besoins en santé qui seront de plus en plus des besoins d'accompagnement en ETP et pas nécessairement des besoins en termes de technicité. J'aurais voulu aussi vous parler de l'évolution des maladies professionnelles, mais je voudrais juste terminer sur, en général, la demande sociale. On entre dans une société des risques. Vous l'avez vu, depuis 5 ans, 6 ans, la situation, la guerre en Ukraine, la Covid, les changements climatiques, c'est un nouveau paradigme qui est en train de s'installer avec moins d'assurabilité et une demande de plus en plus importante de protection de la part de la population française. On est aussi dans une société qui est de plus en plus sensible, c'est-à-dire avec une demande de plus en plus de care, je dirais, plutôt que de cure. Ça, c'est vraiment quelque chose que l'on voit dans nos ateliers, avec des acteurs, dans les territoires, que l'on voit réellement au quotidien. La traduction de ces évolutions, elle est très concrète. C'est l'évolution de la demande sociale en santé, pas en soins. Par exemple, c'est l'intégration, aujourd'hui uniquement pour les endométrioses sévères, des endométrioses dans les ALD au titre exceptionnel, dans les ALD 31. C'est un phénomène qui traduit cette demande sociale. De la même manière, l'intégration de la reconnaissance de la transition de genre en tant qu'ALD. On voit bien qu'il y a des transformations qui sont en train de s'opérer. Imaginez l'expression de ces besoins de la demande sociale, c'est quelque chose de tout à fait important. Cette demande sociale aussi d'aide médicale à mourir qui devient de plus en plus prégnante, de plus en plus forte et qui va ne faire que croître dans les prochaines années. Ça veut dire que le système hospitalier devra aussi s'adapter aux évolutions de la demande sociale qualitative, avec de plus en plus d'efforts sur le lien. Ça veut dire en gros, et je termine là-dessus, que l'hôpital de demain, dans sa relation avec la médecine de ville, alors c'est toujours une plateforme médicale qui deviendra aussi une plateforme de suivi à l'échelle, effectivement, de l'ensemble des parcours, parce que vous avez une avance en matière de système d'information. Vous avez effectivement un rôle en recherche, innovation et en formation, mais vous avez aussi, et vous aurez de plus en plus, un rôle social ou un rôle sociétal et d'architecte des systèmes de santé, y compris des dispositifs de prévention avec les territoires. Ça, c'est quelque chose qui est tout à fait important par rapport à l'évolution des besoins.